Gloire à Dieu. Félix Antoine Tshisekedi est en train de nous mettre sur la voie du développement et je crois que la taille du gouvernement ne doit pas trop être un sujet sur lequel nous devons nous atteler tout le temps. Je m'en vais encore une fois de plus féliciter le président de la République pour les choix qu'il a portés sur les VPM de la Défense, monsieur son Excellence Guy Kabombo Dianvita. Moi, j'étais en train de dire à quelqu'un que c'est l'arme que Dieu a donnée au président de la République pour mettre fin à la guerre à l'est de la République. Non, quand vous parlez des infrastructures, quand vous parlez comme des routes par exemple, je pense que mes frères qui sont en Mbujima, ils vont vous lapider si vous parlez de ça. Mais ça, c'est parmi les priorités du président de la République. Et si vous partez en Mbujima, c'est une ville moderne, vous voyez les routes, vous vous promenez comme si vous étiez, c'est plus que même dans des pays très développés, parce que ce sont des bonnes routes et les gens circulent librement. Je signale que nous tournons cette émission à Kinshasa. Dès que nous sortons de là où nous sommes, presque toutes les avenues secondaires sont dans un état piteux. Curieusement, quand vous parlez de routes secondaires, là, parce qu'aujourd'hui, curieusement, je m'étais dit que je vais faire les pieds, j'ai fait les pieds, j'ai circulé pour voir la réalité par rapport à ce que nous entendons tous en tant que population, mais c'est formidable. À Kinshasa? À Kinshasa, absolument. Mais les Kinois vous regardent? Non, ils me regardent, ils me suivent et ils seront contents avec moi. Le rapport, c'est que nous ne devons pas être dans l'idée aujourd'hui d'aller changer ou dire directement au président de la République, non, toi quitte. S'il y a une idée qui venait, si la population voulait qu'on change la constitution pour maintenir le président de la République, qui continue d'abord la restauration de la paix, qui continue cette lutte-là, qui puisse continuer ça aujourd'hui, donnons-lui la chance, gardons les résultats qui ont été proclamés par la CENI, ce ne sont pas mes résultats. Ce sont pas mes résultats. Ce sont les résultats de la CENI. Absolument. Si on peut aller avec toi de l'autre côté, je vais te sortir mes PV. Absolument, je vais sortir mes PV. Je n'ai pas, moi, les PV que j'ai, pas de tous les centres. Il y avait plus de 179 ou quelque chose comme ça de centres. Mais je peux vous sortir les PV des 120 centres. Je n'ai pas moins de 6000 voix. Mais dans l'ensemble, j'avais beaucoup de voix. Si vous avez plus de 6000 voix, ça veut dire que vous êtes parmi les mieux élus de la ville? Absolument, mais les réalités ont fait que ceux qui n'aiment pas, certes. Bonjour à tous et bienvenue à cet entretien. Plus d'une semaine depuis l'entrée en fonction du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, beaucoup d'attentes du peuple congolais face à une équipe gouvernementale qui était annoncée comme devant marquer la réduction du train de vie des institutions avec plus de 24 reconductions et des critiques qui s'en sont suivies. Mesdames et messieurs, nous allons parler de cette actualité qui n'est pas encore enterrée parce qu'évidemment on attend les premiers signaux de ce gouvernement, le premier dirigé depuis 64 ans d'indépendance par une femme. On va parler bien évidemment de la République démocratique du Congo et de ses défis, de ses problèmes, ainsi que de ses perspectives. Et pour aborder cette question, nous recevons Guilain Moussango, qu'on ne découvre pas dans cet entretien de Face à l'actualité. Monsieur Guilain, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour cher Arsène. Vous êtes... je veux dire visionnaire de la vision Guilain Moussango, qui est une ASBL que l'on ne présente plus, qui œuvre dans le soutien à l'entrepreneuriat, à l'éducation et dans d'autres secteurs comme la santé, et particulièrement dans la région du Kasaï, et même ailleurs aussi. Au-delà de ça, vous êtes aussi acteur politique, cadre de l'UDPS. C'est avec vous évidemment que nous allons parler de tous ces sujets. C'est un plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois. Merci également pour cette opportunité que vous m'offrez. Dans cet entretien, l'UDPS est au pouvoir. C'est depuis que Tshisekedi a pris ce pays en 2019. Pour la première fois, l'UDPS a un premier ministre ou une première ministre. C'était une demande et une attente à la fois des combattants. Et c'est maintenant qu'on va voir ce dont vous êtes capable. Votre première impression, d'abord, de la constitution de ces gouvernements et des réactions qui s'en sont suivies. Merci beaucoup pour cette opportunité. Une fois de plus, j'aimerais d'abord te dire une fois de plus merci. Parce que me donner cette opportunité pour m'exprimer, c'est une grande opportunité, un privilège pour moi. Par rapport au gouvernement, c'est que je veux d'abord féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce choix.
qu'il a portée sur la Première ministre, qui est la toute première, hein, depuis, vous savez, depuis l'indépendance de notre pays. Donc c'est un gouvernement de beaucoup d'espoir, parce que tous les Congolais n'attendaient que cela, et ils attendaient ça, ils ont même veillé pour voir ces gouvernements. C'est un gouvernement qui amène de l'espoir, les changements, parce que si vous regardez déjà les actions qui sont en train d'être posées, vous allez voir réellement qu'il y a de l'espoir. Pas seulement de l'espoir, mais du pragmatisme dans ce que les Congolais attendent actuellement. Ce gouvernement devait marquer la rupture entre les gouvernements précédents, Ilou Kamba, Sama 1 et Sama 2, qui étaient éléphantesques. C'est le terme, on ne va pas se le voiler la face, mais on a un peu été déçus. Quand je parle de on, je vois l'opinion nationale, à voir qu'on est parti seulement de 57 à 54 membres, avec d'ailleurs plus de vice-premiers ministres qu'avant, ce qui en réalité ne réduit en rien le train de vie des institutions. Est-ce que vous comprenez cette critique qui revient souvent envers les dirigeants des institutions du pays face à la consommation des crédits et du budget national? Absolument, je comprends cela, mais il faut voir qu'il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de former un gouvernement, surtout en République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes un très grand pays avec plus de 100 millions d'habitants. On ne doit pas penser que nous allons avoir un jour un gouvernement de 10 ministres ou quelque chose comme ça. Ça sera impossible. Mais ce que je souhaiterais beaucoup plus que les gens puissent regarder, c'est la qualité des ministres qui sont le choix que le président de la République a opéré. Si vous regardez, vous n'allez pas voir les autorités, autorités morales X, Y qui ne sont pas là. Si vous regardez la nature des gens, des membres du gouvernement actuel, vous allez voir que c'est beaucoup plus de personnes compétentes, des personnes qui ont les atouts pour servir la population, qui ont cette volonté-là. C'est ce que, je pense, c'est l'aspect qu'on doit beaucoup plus regarder, les résultats. Et c'est que ce gouvernement va apporter à la population, surtout. Vous savez, nous tous, nous avons ces soucis-là, et gloire à Dieu. Félix Antoine Tshisekedi est en train de nous mettre sur la voie du développement, et je crois que la taille du gouvernement ne doit pas trop être un sujet sur lequel nous devons nous atteler tout le temps, mais plutôt nous devons voir qu'est-ce qui est fait par rapport à hier, par rapport à ce qui a été là avec Ilou Kamba. Si vous regardez, c'était des gouvernements de gens qui venaient ne fût-ce que pour s'enrichir, se promener et peut-être dormir. Mais si vous regardez aujourd'hui, regardez la nature des ministres que nous avons, vous allez voir qu'aujourd'hui, chaque ministre se bat. Quand vous partez au ministère de l'Intérieur, là-bas, avec les VPM Jacques Chabani, vous allez voir que c'est le travail. C'est à peine qu'il a commencé, les grands défis attendent son secteur, on va en parler peut-être brièvement. Absolument, les grands défis, d'ailleurs, je veux vous rassurer, selon les informations que nous avons reçues, c'est qu'il y a un grand travail qui est en cours. Si vous regardez d'ailleurs ce qu'il n'a jamais eu, donc ce qu'on n'a jamais eu dans les passés, vous avez vu déjà directement, première action, donc il fallait prendre contact et connaissance avec les gouverneurs de province, échanger avec eux, leur donner des directives. Ça, c'est ça l'intérieur, c'est ça le ministère de l'Intérieur. Et il leur a donné la vision, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'est la vision du président de la République. Et c'est ce que nous attendons, parce que les gouverneurs, ils ont pris ce qu'ils ont pris, ils vont descendre dans les provinces et ils vont aussi installer ça et instaurer, travailler dans la même vision. Et c'est cette cohérence qui va apporter les changements que notre population est vraiment impatiente, que notre population attend actuellement. La population attend surtout plus de sécurité. C'est vrai, c'est bien de donner les instructions aux gouverneurs. Ce n'est pas une première. Tout le temps, on voit souvent les gouverneurs venir ici après des télégrammes de la vice-primature de l'Intérieur. Donc, ce n'est pas une première. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que les Congolais veulent que les phénomènes Kuluna s'arrêtent, que les Mobondo disparaissent, que les conflits à Katanda, au Kasaï oriental, où les gens s'entretuent depuis des décennies, puissent définitivement prendre fin et que rapidement qu'on ait cette paix que nous désirons tous dans l'est du pays. Aujourd'hui, l'UDPS, votre parti, vous avez non seulement la primature, mais pour la première fois, vous avez et l'intérieur et la défense nationale. Absolument, je veux revenir sur ce que vous avez mentionné. Non, il y a toujours eu des notes. Justement, il y a des directives et des instructions. Absolument, mais je vais vous dire que cette fois-ci, c'est un peu différent. Si vous regardez la manière que les choses se déroulent, c'est vraiment d'une manière particulière actuellement. C'est la qualité du travail. Aujourd'hui, c'est
les pragmatismes, comme je l'ai dit ici. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà ce que vous devez faire. On vous instruit d'une manière correcte et claire. Si vous demandez tout, par exemple, au ministère de l'Intérieur, je veux revenir aussi à la défense, quand vous parlez aussi de la sécurité nationale. Si vous partez aussi à la défense, donc il y a eu des travaux qu'on a déjà menés et ces travaux-là vont porter des fruits. Si vous regardez actuellement, quand vous parlez de la sécurité nationale, c'est une question certainement sensible que je ne dois pas aborder ici, mais je vous dis que l'ennemi est en débandade actuellement. Et au niveau national, hein, au niveau de la sécurité interne ici, il y a des fortes mesures. Vous avez parlé de Koulouna, ainsi de suite. Ça, ce sont des choses que vous n'allez plus voir dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui vous rassure? Il y a des bonnes politiques, il y a des bonnes stratégies qui sont en cours, que ce soit au niveau du VPM de l'intérieur lui-même qui est en charge de la sécurité interne ici. Donc il y a des très bonnes mesures, il y a des très bonnes stratégies, des bonnes politiques en cours. Bientôt, là, vous allez voir, il y aura certainement, d'ailleurs, il y a beaucoup d'innovations qui sont en train de venir, hein, beaucoup de choses qui n'ont pas existé hier, mais qui vont venir, qui vont bientôt exister. Et c'est là pour renforcer la sécurité des populations et de leurs biens, partout sur l'étendue nationale. Les Congolais attendent aussi ce gouvernement sur le plan social. Parce que vous pouvez tout dire. Vous pouvez avoir des programmes, des slogans, mais tant que les taux d'échange continuent de grimper et que les prix sur les marchés flottent tout le temps, le Congolais a du mal à trouver à manger. Vous avez beau lui dire que le budget a triplé, ça ne lui dit absolument rien. C'est surtout aussi, au-delà des questions importantes de sécurité, c'est surtout aussi sur ces domaines que les Congolais attendent le gouvernement souminois. Et on n'a toujours pas les premiers signaux parce que le taux continue de grimper. Absolument, donc ça c'est très important. Vous savez, d'abord, lorsque nous devons parler du développement, lorsqu'on va parler de la croissance économique ou macroéconomique, la grande chose, c'est d'abord la sécurité. On ne peut pas parler d'investissement, du développement, de la croissance sans la sécurité. C'est pourquoi je m'en vais encore une fois de plus féliciter le président de la République pour les choix qu'il a portés sur les VPM de la Défense, monsieur, son Excellence Guy Kabombo Dianvita. Moi, j'étais en train de dire à quelqu'un que c'est l'arme que Dieu a donnée au président de la République pour mettre fin à la guerre à l'est de la République. Alors, ces points-là, je pense que bientôt là, et d'ailleurs même actuellement, il y a des solutions vraiment qui sont en cours et notre armée est en train de monter en puissance parce que on les équipe, on donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions être à la hauteur. Par rapport à l'aspect développement, certainement, c'est la priorité du président de la République, les développements au niveau interne. Quand vous parlez du taux de change, ça c'est un facteur, c'est un élément qui entre dans la croissance du pays. Mais vous savez, les présidents, ils misent d'abord sur quoi? Sur la production interne. C'est ça les grands défis que Félix Tshisekedi a. Pourquoi? Parce que même si nous parlons de la monnaie, il faut que la monnaie puisse avoir un soubassement, ce qu'on appelle les matelas de la devise. Donc notre devise doit avoir un matelas. Alors, c'est qu'il faut d'abord penser à la production interne. Dès qu'il y a cette production interne-là, je pense que stabiliser notre monnaie, ça sera quelque chose qui ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Et je vais souligner un facteur, c'est que l'inflation actuelle, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, c'est les résultats de la Covid-19. C'est partout dans le monde entier. Quand vous partez en Europe, vous êtes en France, vous allez trouver que les prix du carburant a presque doublé. Quand vous êtes aux États-Unis, vous allez trouver que les gallons de carburant qu'on achetait, les gens achetaient à 2 $, 3 $, aujourd'hui c'est 6 $. Vous allez trouver que tout a totalement changé. Et d'ailleurs, peut-être ici, on ne se rend pas compte. J'étais dans un pays seulement en Afrique, et quand vous arrivez là-bas, les gens vous souffrent sérieusement. Chez nous, il n'y a pas encore changement. Bon, en fait, il n'y a pas encore ce que nous attendons tous, mais je vous dis que les bonnes bases, on les a posées par Félix Tshisekedi et c'est son combat. La production, accroître la production interne pour booster notre croissance économique, c'est ça les soucis du président de la République. Dès que nous avons atteint ce seuil-là, les Congolais aura ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, c'est-à-dire les prix de la monnaie sur un marché. Donc chaque Congolais aura la possibilité d'aller sur un marché avec peu d'argent, mais se procurer beaucoup de biens sur les marchés. Et c'est ça les combats du président de la République. Et c'est la vision c'est ce qu'il a instruit au Premier ministre, Madame Judith Suminwa.
Et je pense qu'avec ce que j'ai vu, ce que je suis en train de voir, ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'espoir. Je vais garantir vraiment à notre population que c'est le moment. Avec Félix Tshisekedi, donnons-lui la chance, soutenons-les. Nous ne devons pas être toujours là pour voir du côté négatif, certainement. Les choses, ce n'est pas encore comme nous l'avons voulu. Vous savez que les pays étaient dans le trou. Mais au moins, soyez rassurés que le gouvernement actuel, les 6 axes du président de la République, c'est le développement de la RDC. Et on est toujours au fond du trou, apparemment. Nous ne sommes plus là-bas parce que nous sommes déjà partis de là. Parce que quels sont les indicateurs? Les indicateurs, c'est ça le problème. Absolument. Lorsque vous parlez des indicateurs, d'abord, peut-être on peut penser beaucoup plus au maïs, ainsi de suite. Mais si vous regardez d'abord au niveau du budget... Non, je vois la situation de manière globale. Dans tous les secteurs, les problèmes que le président Tshisekedi a trouvés, ils sont là. Non, mais il a trouvé l'insécurité, elle est là. Il a trouvé la faim, elle est là. Il a trouvé les routes en très mauvais état. La majorité de nos routes sont dans le même état. Quand vous parlez les hôpitaux, certains sont peut-être en train d'être réhabilités, mais la majorité dans le même état. Non, quand vous parlez des infrastructures, quand vous parlez comme des routes par exemple, je pense que mes frères qui sont en Mbujima, ils vont vous lapider si vous parlez de ça. Mais ça, c'est parmi les priorités du président de la République. Et si vous partez en Mbujima, c'est une ville moderne, vous voyez les routes, vous vous promenez comme si vous étiez, c'est plus que même dans des pays très développés, parce que ce sont des bonnes routes et les gens circulent librement. Vous venez des États-Unis, quand vous parlez pays très développés. Non, je ne viens pas des États-Unis d'ailleurs, vous avez une mauvaise lecture, je viens de la Zambie. Ah, là maintenant, vous venez de la Zambie. Mais très souvent, vous allez aussi en Amérique. Absolument. Mais quand vous parlez des villes modernes, c'est en comparaison avec quoi? Avec New York, Chicago ou avec Lusaka? Je peux vous donner les photos de New York, vous allez regretter. Si je vous donne les photos de Brooklyn, là on appelle Brooklyn, là on a fait des films ici qu'on appelle Un Prince à New York, vous allez regretter. Non, il ne faut pas suivre ce que vous suivez seulement, ce qu'on voit à la télé. Non, ce sont des choses qu'on montre. Mais il y a des endroits qui ne sont pas plus que l'avenue Lusambo ou l'avenue Fachi ou l'avenue Marthe Kassalou. Non, il y a des endroits qui ne sont pas pareils. Si vous partez en Mbujima aujourd'hui la nuit, vous avez les courants. Ce n'est pas seulement dans les Kassai. Si vous partez dans les Lualaba, c'est une ville moderne. Quand vous partez, vous êtes ici à Kinshasa, mais en fait, certainement qu'il y a eu quand même des failles à un certain point. Mais je vous dis la situation d'une manière générale. Il faut féliciter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et beaucoup plus les cadres macroéconomiques, c'est ce qui est beaucoup plus important. C'est ce qu'il faut voir. Ce sont les bons indicateurs là. Il faut voir comment est-ce que notre économie évolue. Nous étions à combien en 2018 avec le budget? On était à 4 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, on est à combien? Notre armée... À 4 milliards, on avait Transco. Non, à 4 milliards, on avait Congo Airways. À 4 milliards... S'il vous plaît. Il faut qu'on vous relance parce que finalement... Quand on part, on vous prend un Congo Airways, un appareil qu'on va aller prendre en Namibie, 10 millions, 11 millions de dollars. Mais on ne peut pas prendre en Namibie parce que c'était déjà garé là-bas. On prend quelque chose, on appelle 2 mécaniciens, ils arrangent, ça vient, ça fait 6 mois et puis on applaudit. Congo Airways. Aujourd'hui, nous avons Congo Airways, on n'a pas ça. Mais je vous dis déjà, si vous avez suivi les axes du président de la République, les 6 axes, c'est que bientôt là, notre système de transport sera doté des moyens conséquents. Et je ne veux pas beaucoup parler parce que nous voulons beaucoup plus des actes, parce qu'on a déjà parlé, mais non, ce sont les actions. Et je vous rassure que les secteurs de transport, c'est parmi les secteurs. Si vous avez vu, il y a les VPM qui est là, M. Mbemba. Donc, il a une mission. C'est de permettre aux Congolais de se déplacer facilement partout, sans barrière. Donc, c'est là qu'on va relier Kalambambouji, Mbujima. Ça, ce sont les infrastructures. Mbemba, c'est le transport. Mais les infrastructures... Non. Tu ne dois pas parler. Cette émission, je signale que nous tournons cette émission à Kinshasa. Dès que nous sortons de là où nous sommes, presque toutes les avenues secondaires sont dans un état piteux. Écoute, et qu'ensuite, quand vous quittez Kinshasa, la RN1, ça va jusqu'à Chikapa, Kamoucha. Et puis, pour arriver en Mbujimaï, vers le Katanga, c'est le chaos. Curieusement, quand vous parlez de route secondaire, là, parce qu'aujourd'hui, curieusement, je m'étais dit que je vais faire les pieds, j'ai fait les pieds, j'ai circulé pour voir la réalité par rapport à ce que nous entendons tous en tant que population, mais c'est formidable. À Kinshasa? À Kinshasa, absolument. Mais les Kinois vous regardent? Non, ils me regardent, ils me suivent et ils seront contents avec moi. On va avancer. On va avancer. Il y a une crainte aujourd'hui au sein de l'opinion. La crainte par rapport au gouvernement et à la première ministre, c'est que le parti UDPS ne vienne trop peser sur elle
et qu'elle ne puisse pas travailler. Vous avez entendu les jeux de l'investiture, une députée nationale a interpellé la première ministre que l'UDPS, votre parti, ne vous étouffe pas, que si vous vous sentez étouffé, démissionnez. Ouais. Est-ce que vous ne réalisez pas aussi que cette première ministre, qui peut avoir des bonnes idées et que le gouvernement peut être bien constitué, qu'elle échoue parce que l'UDPS, qui est son parti, vienne autour d'elle et l'étouffe et l'empêche à bien travailler? Bon, en fait, je ne pense pas que l'UDPS pourrait proposer les premiers ministres, en même temps commencer à étouffer ou à donner les injonctions au Premier ministre. Je veux souligner que Madame Judith n'est pas Premier ministre de l'UDPS. Elle est désormais elle travaille pour la République démocratique du Congo, elle ne travaille pas pour l'UDPS. Je ne vois pas le secrétaire général Augustin Kabouya qui va aller donner les injonctions au Premier ministre. Ce n'est pas sa nature. Donc je ne vois en tout cas personne, ni le président de la République, parce que le président lui a fait confiance et il lui a donné tous les pouvoirs qu'il faut pour qu'elle puisse travailler et qu'elle puisse réussir, qu'elle puisse répondre aux attentes. Les Congolais attendent beaucoup de la Première ministre et c'est la maman. Vous savez, nous tous ici, quand on est chez maman, donc on est heureux, on est à l'aise. Alors je pense que Madame Judith, elle a une mission, elle va accomplir sa mission, résoudre les problèmes des Congolais, surtout les problèmes les plus élémentaires. Hein? Donc, se vêtir, avoir à manger, avoir un bon système de santé, hein? Avoir accès aux soins de santé et bon, l'éducation. Donc, les choses les plus élémentaires, c'est l'objectif de ce gouvernement. Et ce gouvernement qui commence avec une démission. Absolument. On attendait une première action d'éclat, peut-être le lancement de la rocade de Kinshasa que le président vient de donner, qui va désenclaver plusieurs communes de Kinshasa. Yeah. Mais avant cette première action du gouvernement Soumino, on voit une ministre démissionner, la ministre déléguée à l'économie du climat, la nouvelle économie du climat. Et cette démission qui n'a toujours pas été élucidée à travers les sources officielles a fait naître des doutes, d'un malaise au sein de l'équipe gouvernementale. Il n'y a pas de malaise. Plutôt, j'aimerais que beaucoup de Congolais apprécient cela et ils ont félicité Mme Mbombo Stéphanie pour ce qu'elle a fait. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, il y a cette culture? Quel ministre avez-vous déjà vu démissionner? On se rappelle tous ici du ministre Kassendeo, quelque chose comme ça. Il ne voulait même pas démissionner, malgré ce qu'il avait commis comme gaffe. Il y a des ministres qui détournent l'argent du contribuable de Congolais. Ils n'arrivent pas à les faire. Mais elle était courageuse, elle a démissionné, mais je ne peux pas non plus, certainement, je peux avoir une idée sur ce qu'il y a eu, mais je ne peux pas révéler ça ici, étant donné que la hiérarchie ou la personne habilitée n'a pas pu déceler ça à l'opinion publique. Mais c'est déjà un bon signe, c'est déjà pour montrer que la Première ministre, elle travaille. S'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, bon, vous avez vu l'action, et elle a pris acte, elle a fait rapport au président de la République, le président de la République a pris acte, et Mme Stéphanie, certainement son acte, posé visiblement, elle est entrée dans l'histoire, elle est la toute première à démissionner. Quel ministre pouvait démissionner? Il n'y a pas, mais ce qu'elle a fait, c'est exceptionnel, il faut la féliciter d'abord dans ce sens-là, parce que visiblement, pour ces gestes-là, et la suite, je pense que c'est en famille et ça se règle en famille. Je reviens à l'UDPS, votre parti. Ouais. Le secrétaire général Augustin Kabouya a édité un communiqué que nous avons vu à travers les réseaux sociaux, dans lequel il demande expressément au ministre de l'UDPS, enfin, quand j'ai dit ministre de l'UDPS, ceux venus de l'UDPS, d'attendre, avant de constituer leur cabinet, les recommandations qui viendraient du parti, des profils appropriés selon qu'il les a décrits dans ce communiqué. Et ce communiqué a été vu par une partie de l'opinion comme une source de blocage pour empêcher les ministres à commencer à travailler, le temps que Augustin Kabouya puisse recruter les collaborateurs des ministres. Moi, je ne vois pas ça dans ce sens-là. Vous savez, Augustin Kabouya, c'est lui, il est le secrétaire général actuellement, c'est lui qui dirige les partis, si on peut le dire comme ça, certainement. Il y a les présidiums. Il sait de quoi. Vous savez, dans chaque famille, il y a une organisation. Et ça, c'est totalement la politique interne du parti. Et ça s'est fait en famille, ça s'arrange en famille. Et
les ministres sont au courant de ça, ils savent exactement. Ce n'est pas seulement que non, tous ceux qui vont dans des cabinets, c'est Augustin Kabouya qui va donner ou quoi que ce soit. Non, tous les ministres qui sont là, les 7 ou 10, bon, je veux dire presque 7-10 ministres que nous avons au niveau de l'UDPS qui ont été proposés plus tôt, qui travaillent pour le pays. Tous ces ministres-là, tous les gens qui vont travailler dans ces cabinets-là ne vont pas venir seulement du parti. Non, donc le parti a son quota, ça on le sait. Non, mais le dire chaque famille a sa manière de fonctionner, sa manière de faire les choses. Donc c'est aussi en famille que cela va se faire. Mais c'est la première fois que l'on voit un tel document sur la place publique. On sait tous que lors du gouvernement Ilou Kamba, les ministres recommandés ou les ministres qui ont été proposés par l'UDPS ont recruté des gens venus du parti ou recommandés par le parti. Cela s'est répété sur les autres gouvernements. Mais le dire comme ça et de manière publique, c'est ce qui intrigue. Bon, ce qui intrigue, moi je ne vois pas les mal parce que ça s'est fait même dans les grands, dans des grands pays, chez les Occidentaux, en Afrique, dans d'autres pays, ça s'est fait comme cela. Mais le grand problème, c'est pas que non, est-ce que nous devons être contents que nous avons aujourd'hui des leaders qui aiment la transparence. Il ne faut pas toujours, parce qu'avant, il y avait une conception qu'on nous mettait même quand on était en train de grandir, parce que je me rappelle, non, la politique, on fait la politique la nuit. Non, ça c'est la politique. Et quand il dit ça, c'est pour tromper, c'est pour mentir. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit que voilà, nos ministres vont faire ceci, voilà, vous les partisans, vous les combattants, voilà, il y aura ça ou il y aura ceci. Non, c'est la transparence. Aimons ça. Félicitons Augustin Kabouya pour ce communiqué-là, parce que c'est transparent. Les ministres qui sont au gouvernement, ils sont au courant de ça, les combattants sont au courant, les peuples congolais est au courant que non, l'UDPS va envoyer ces gens. Donc, félicitons le secrétaire général Augustin Kabouya pour cet acte-là, pour la transparence. Avant de quitter l'actualité du gouvernement, comment personnellement vous avez trouvé la nomination d'un opposant à un ministère de souveraineté, le ministère de la Justice? Les jeunes leaders de l'opposition, Constant Mutamba, qui contre toute attente a été nommé ministre d'État et a commencé à poser des actions. Comment, comme UDPS, vous arrivez à expliquer ce choix? D'abord, comme UDPS, la manière que je vais expliquer ce choix, c'est que, vous savez, le président de la République, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience. C'est un démocrate d'ailleurs, d'une manière générale. Et son expérience, c'est quelque chose que nous devons tous louer. Les choix portés parce que c'est lui, ça vient, la nomination de gouverneur, de ministre, ainsi de suite, premier ministre, c'est son pouvoir discrétionnaire. Alors, il avait jugé, ou il a trouvé que Constant Mutamba avait les atouts ou les aptitudes qu'il fallait ou qu'il faut pour diriger ces ministères-là. Alors, il lui a confié cette responsabilité. Vous savez, Constant Mutamba, c'est un opposant. Alors, quand vous voyez un président qui est au pouvoir, mais qui prend un opposant qui lui donne le ministère de souveraineté, qui relève directement du président de la République, donc félicitons Félix-Antoine Tshisekedi. Pour moi, j'avais beaucoup félicité ça, et surtout, il nous a valorisé, nous les jeunes, parce que Constant Mutamba, c'est pratiquement ma génération, presque même âge. Mais quand le président prend un grand ministère comme celui-là, le ministère d'État, il confie à un jeune de ma génération. Non, malgré que je suis UDPS, mais c'est un bon choix que le président a pu effectuer, et je lui dis encore une fois de plus merci d'avoir valorisé la jeunesse et nous amener à ce niveau-là. Et Constant Mutamba, je vais le dire, donc il a totalement mon soutien pour enlever cette image-là, parce que le président de la République, vous avez entendu beaucoup de temps, il s'inquiète toujours de notre justice, mais avec ce qu'il a fait, je pense que Constant Mutamba connaît les soucis du président. Il était dans l'opposition, il a dit qu'il y avait des choses qu'il allait corriger ou qu'il pouvait corriger, qu'il pouvait faire pour mettre fin à tous ces désordres que nous vivons. Donc il a mon soutien, et donc on attend aussi beaucoup de lui. Nous, au niveau de l'UDPS, nous attendons beaucoup de lui, les travail surtout, c'est que les Congolais attendent. Et il a commencé à poser des actes. Ouais. J'ai retenu déjà ses instructions au procureur général près la Cour de cassation, qui a commencé à s'exécuter autour de la promotion des pratiques sexuelles déviantes, autour de la pollution sonore. Dans une ville comme Kinshasa où les gens n'arrivent pas à bien dormir, ça chante tout le temps, même dans des quartiers résidentiels. Et enfin, une mesure contre
les églises et les associations qui fonctionnent sans personnalité juridique. Oui. Ces signaux vous rassurent-ils? Absolument, donc c'est bon les actes, mais moi à mon niveau c'est que peut-être je lui dirais, c'est que des actions pareilles, parce que vous vous rappelez que c'est pas la première fois qu'on a commencé ce genre d'opération, il faut plus chanter, les gens ne doivent plus, la pollution sonore, ainsi de suite. Ce sont des choses qui demandent beaucoup de stratégie, beaucoup de tactique, comme ça quand on les commence, on est sûr que on a déjà toute la politique nécessaire pour réellement rendre ces gens-là redevables d'abord, eux-mêmes qui se sentent que si nous faisons ça, nous allons être redevables, coupables d'une manière ou d'une autre. Vous savez, le pays est trop grand. Alors il faut réellement des bonnes politiques, des bonnes stratégies, des bons plans qu'il faut définir pour faire, parce que c'est quelque chose de très très bien. Et que si ça réussissait, donc Kinshasa sera parmi l'une des meilleures villes du monde. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut beaucoup de politiques, il faut beaucoup de stratégies pour rendre cela efficace et surtout que ça puisse réussir. Et ça fera de lui, ça va faire ça fera de l'histoire et il va entrer dans les annales de ces pays. Guilhem Moussango, beaucoup de gens ont perdu espoir. Ça, on ne va pas se les cacher. Lorsque Tshisekedi prend le pouvoir en 2019, après les élections de décembre 2018, on a vu que tout le pays avait célébré. Et quand il a repris le pouvoir, on a encore vu des célébrations presque partout à travers le pays. Ça veut dire, depuis qu'il avait remporté haut la main l'élection, avec plus de 73%. Mais toute l'attente qui a suivi pour la formation du gouvernement a fait que plusieurs ont perdu l'espoir et que beaucoup de Congolais n'attendent plus rien de cette gouvernance et ne souhaitent que 2028 pour élire un autre président. Est-ce que vous avez entendu dans l'opinion ce désespoir et qu'il y a lieu de voir les choses autrement? Vous savez, d'abord, on a toujours dit que l'homme était éternel, insatisfait. Donc les besoins, d'abord, d'une manière générale, les besoins sont toujours illimités. Et on cherche toujours, on a toujours cherché. Donc jusqu'à la mort, nous allons toujours continuer à chercher. Ce que je vais dire, je sais que nous avons attendu pendant un certain moment, une période, et ça a pris le temps. Vous savez, la République démocratique du Congo a beaucoup de réalités, surtout avec la constitution actuelle. Donc il faut des tractations gauche-droite pour mettre tout le monde d'accord et ne pas exploser ou rendre de certaines personnes frustrées ou quoi que ce soit. Donc il faut coaliser, mettre tout le monde ensemble. C'est ce qui a pris peut-être les temps pour la formation du gouvernement. Mais je veux rassurer à tous ceux qui ont peut-être perdu de l'espoir. Je veux leur dire que aujourd'hui, ça a pris le temps, mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui a des assignations claires du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour résoudre vos problèmes. Donc la misère, cette précarité-là, cette souffrance-là, toutes ces difficultés-là que vous avez, les chômages, tout ça. Donc ce sont les priorités du président de la République et il les a assignées au gouvernement. Je vous garantis et vous promets que ce gouvernement fera mieux que les autres gouvernements et faisons juste confiance et soutenons-les d'une manière ou d'une autre. Partout où nous sommes, posons des actions, posons des actes, soutenons-les donc avec tout ce que nous pouvons avoir. Comme ça, ils vont réussir. Parce que si on ne les soutient pas, donc si on ne soutient pas si on ne soutient pas les gouvernements, il y aura beaucoup de soucis, on va toujours continuer à pleurnicher. On va continuer à pleurnicher jusqu'à le jour où vous allez décider de changer de constitution et de vous éterniser au pouvoir. Ce débat aussi, il existe actuellement depuis que l'idée a émergé lors du récent séjour du président de la République en Belgique, où la diaspora lui demandait de changer de constitution et que les débats avaient été engagés dans la salle. Et depuis, l'opposition est vent debout contre tout projet de changement constitutionnel parce qu'on voit derrière une stratégie du régime de s'éterniser au pouvoir. Êtes-vous pour la modification, le changement de la constitution ou pas? Personnellement, je ne veux pas dire seulement moi, mais je veux parler de l'opinion générale. D'une manière générale, quand j'ai sillonné partout ici, quand j'ai sillonné dans le Grand Congo, non, c'est toute la population qui a besoin de ça. Parce que vous venez de me poser une question. Vous dites que la population a besoin qu'on change la constitution. Absolument, parce que vous venez de me dire ici que beaucoup de gens étaient déçus ou
Ils attendaient le gouvernement, mais le gouvernement ne venait pas. Mais c'est à cause de quoi? C'est à cause, exactement, c'est à cause de la Constitution. Mais aussi des intrigues politiques. Mais les politiciens ont aussi fait traîner les choses. Non, mais c'est à cause de la Constitution. Le président n'avait pas ces pouvoirs-là directement. Les premiers ministres aujourd'hui, demain, non, il faut consulter la classe politique, il faut la majorité, ainsi de suite. Formateur, informateur, c'est la Constitution. Alors, moi je pense que les gens ne doivent pas toujours voir que quand on parle de la Constitution, c'est seulement donner à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi un troisième mandat, aller dans l'autre république. Mais bon, si cela arrivait, pour moi, je ne vois pas quelque chose de mauvais. Si nous avons un bon président qui aime le pays, vous savez, les grands défis que nous avions eu pendant plusieurs années, c'est la guerre de l'Est. C'est M. Kagame qui nous a agressés, qui a tué nos mamans, nos filles, nos frères et sœurs à l'Est sans être inquiet. Il a infiltré nos institutions, il était partout. Mais vous avez un fils du pays qui vient, qui vous libère de ces messieurs-là. Si vous regardez aujourd'hui, Kagame, il est foutu. Tous ses plans il est au bout. Il est toujours si vous l'avez suivi, à travers le M23, il continue d'occuper tellement que non, il a sauté l'Est du pays. Il a maintenant sauté l'étape du M23. Lui-même a dit que non, il est prêt à faire la guerre à la RDC. Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Il confond peut-être la RDC lorsqu'il avait les généraux rwandais, des colonels rwandais dans l'armée, tout ça. Il confond peut-être les époques. Alors qu'aujourd'hui, on a plus de 1,6 milliard qu'on a à presque 50, je peux dire même à un certain point, 30, 40, 50% de notre budget, on alloue ça à la restructuration, à l'organisation de notre armée. Nous avons une armée qui est tactiquement forte actuellement. Et je ne vois pas un Kagame ou un Rwanda ou le Rwanda qui va faire face à la République démocratique du Congo aujourd'hui. Alors avec ça, vous allez dire que nous allons directement laisser Félix-Antoine Tshisekedi partir. Non, mais pourquoi ne pas conserver ces acquis-là? Alors, si les Congolais demain, je suis aussi Congolais, moi personnellement je suis aussi Congolais, j'ai mon opinion, je suis d'accord, si l'Assemblée nationale, qui est la représentation, qui représente toute la population, si demain la population demande aux élus, parce que je vais demander aussi à nos élus, non voilà, il faut changer, si cela est approuvé par la population, comme nous le sommes ici. Là il faut un référendum constitutionnel pour changer de régime, parce que là on va passer à la 4e République. Les référendums d'ailleurs, la population est impatiente, parce que la population a besoin du changement. La population a besoin du changement, la population a besoin d'avoir la nourriture sur la table. C'est pas la Constitution qui empêche à ce qu'on mette la nourriture lorsque tout ce que vous voyez au Rwanda là-bas aujourd'hui, mais c'est la République démocratique du Congo. Mais si on arrive à bloquer ça, pour bloquer, il faut continuer de renforcer l'armée. Absolument, mais quel est le rapport avec le changement des constitutions? Non, il faut comprendre les choses. Ce que je veux dire, vous n'avez pas très bien saisi mon idée. Les rapports, c'est que nous ne devons pas être dans l'idée aujourd'hui d'aller changer ou dire directement au président de la République, non, toi quitte. S'il y a une idée qui venait, si la population voulait qu'on change la Constitution pour maintenir le président de la République, qui continue d'abord la restauration de la paix, qui continue cette lutte-là, qui puisse continuer ça aujourd'hui, donnons-lui la chance, gardons-les. Ça ne vous poserait aucun problème comme démocrate de voir le président Tshisekedi briguer un 3e mandat par exemple? Ça ne sera pas anticonstitutionnel, ça sera constitutionnel parce que ça c'est la population qui dit que Félix Tshisekedi, écoutez, en République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu un président qui a eu 73% aux élections. On n'a jamais eu ça. Depuis 1960, au moins si vous en connaissez. Mais Félix Tshisekedi a été élu par tous les Congolais. Donc c'est pour vous dire qu'il a la population derrière lui. Et si demain la population, comme moi je suis aussi congolais, donc comme moi ici et ainsi que les autres, parce que l'opinion d'une manière générale, les gens sont fatigués de, vous savez, à faire ça, de représentativité, élection, ça fait ceci, cela. Non, les gens sont fatigués de tout ça. Les gens sont fatigués, non, pour former le gouvernement, le président doit nommer l'informateur, prendre 30 jours. Non, ça nous fait passer le temps. Mais tout ça, ça ne donne pas. Les gens souffrent. Il y a des gens qui meurent pendant le temps qu'on est en train de... Non, on est en train de consulter telle frange de politiciens. On a consulté celui-ci. On est en train de... Ça nous fait passer le temps et les gens souffrent. Ça freine le développement du pays. Mais si on peut enlever ces barrières-là, donner réellement au président de la République les pouvoirs, les 100% du pouvoir. Donc, je ne pense pas que nous allons commencer à faire une semaine, après l'investiture du président, on fait une semaine sans gouvernement. Et le président aura beaucoup de pouvoirs. Quand il y a un ministre, quand il y a quelqu'un qui ne fait pas quelque chose correctement, un ministre ou qui que ce soit, le président met out.
Il n'aura pas, non, il faut Premier ministre, il faut contresigner, non. Mais aujourd'hui, le président a beaucoup de barrières. Parce que j'entends beaucoup de gens dire, non, Félix Tshisekedi, il fait ceci, il ne fait pas ça, hey, voilà tel ministre, ceci, voilà tel XY. Le président n'a pas le pouvoir là d'agir directement. Par exemple, il ne peut pas révoquer le Premier ministre. Il ne peut pas révoquer. Est-ce que vous allez me dire qu'un président peut être... Comment est-ce que tu es chef? Comment est-ce que le président est là? Il appelle que non, voilà, j'ai besoin de tel gouverneur, par exemple les gouverneurs du Kasaï oriental. Non, l'Assemblée nationale a éjecté ces gouverneurs-là depuis hier. Alors, en quoi est-ce qu'il est président de la République? Alors, avec toutes ces choses-là, les gens en ont marre. Quand vous partez dans les assemblées là-bas au niveau des provinces, mais les gens sont fatigués de ça. Combien de gouverneurs on change? Combien de gouverneurs on vote? Les élections qui se passent, sénateurs, ainsi de suite. Non, la population est totalement d'accord pour les changements de la Constitution. Et je suis sûr que au moment venu, donc, il y aura peut-être le référendum qui sera initié et il y aura des solutions pour cela. On va finalement terminer cet entretien en parlant de vous particulièrement. Vous étiez candidat député national aux dernières élections en décembre 2023 en Mbuji-Mayi. Ça n'a pas été. Vous n'avez pas été proclamé par la CENI parmi les vainqueurs. Vous êtes connu surtout comme étant philanthrope. À travers la vision Guilhem Moussango, en soutenant la scolarité et surtout aussi en donnant des bourses des études universitaires, en appuyant les femmes à travers la maternité gratuite et beaucoup d'autres programmes que vous avez initiés depuis 2020. Et donc, on était encore très loin des élections. Est-ce que votre échec aux dernières législatives a entamé la motivation première de philanthrope que vous aviez en soutenant vos frères et sœurs du Kasaï oriental? D'abord, j'aimerais dire quelque chose. Moi, je n'ai jamais échoué aux élections parce que j'ai été voté massivement au Kasaï, à Mbuji-Mayi, de ma circonscription à Mbuji-Mayi. J'ai été voté massivement et j'ai obtenu beaucoup de voix. J'ai eu beaucoup de voix, si je ne veux pas dire pas moins de 8000 voix. Mais vous savez, avec ce que nous nous plaignons, les systèmes et constitutions, ainsi de suite. C'est le seuil qui vous a bloqué? Toutes ces choses-là, donc ce sont des choses qui nous ont compliqué réellement. Mais parce que si vous partez en Mbuji-Mayi et que vous demandez à la population, donc ils vont vous dire qu'on a réellement, ils ont voté Guilhem Moussango. Mais aujourd'hui, si vous voyez les élus que nous avons pour les Kasaï oriental, je peux en citer seulement quelques qui ont été réellement élus. Mais les autres n'ont jamais été votés. Il y a même d'autres qui n'ont même pas la moitié de, soi-disant, mes voix que la CENI m'avait attribuées. Donc, mais ils sont là, ils sont députés. Alors, ce sont des systèmes qui ne favorisent pas le développement parce que ceux qui ont l'amour de servir la population, on les écarte au profit de ceux qui n'ont pas l'amour de servir la population. On les écarte. Qui les écarte? Non, mais si vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas élu. Non, mais c'est ça que je dis. Moi, je ne veux pas parler ici. Quand je vous dis ici, c'est par rapport aux facteurs et les résultats qui m'ont été... que vous avez eu, pas qui. Non, les résultats... Pas qu'on vous a donné. Non. Les résultats qui ont été proclamés par la CENI, ce ne sont pas mes résultats. Ce sont pas mes résultats. Ce sont les résultats de la CENI. J'ai absolument. Si on peut aller avec toi de l'autre côté, je vais te sortir mes PV. Nous allons faire la comptabilité. Il y a longtemps, mais je suis quand même surpris aujourd'hui. Nous allons faire la... Non, je n'ai jamais eu le temps d'en parler. Absolument, je vais sortir mes PV. Je n'ai pas, moi, les PV que j'ai, pas de tous les centres. Il y avait plus de 179 ou quelque chose comme ça de centres. Mais je peux vous sortir les PV des 120 centres. Je n'ai pas moins de 6000 voix. Mais dans l'ensemble, j'avais beaucoup de voix. Si vous avez plus de 6000 voix, ça veut dire que vous êtes parmi les mieux élus de la ville? Absolument, mais les réalités ont fait que ceux qui n'aiment pas, certains, il y a ceux qui ont été élus, je les connais quand même très bien, et que je félicite d'ailleurs, parce qu'on est conscient, nous tous, même la population à Mbuji-Mayi était contente, parce que, tel il est sorti, tel est sorti. Oui, les gens qui ont quand même la bonne volonté, certains, donc, mais il y a des gens qui ne travaillent jamais pour la population, mais tellement ils connaissent le système, ils savent comment est-ce qu'on triche gauche-droite. Ils sont partis, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Mais c'est une page déjà tournée. Je veux d'abord profiter aussi, dire merci à mes électeurs parce que vous m'avez voté massivement. Je ne veux pas vous décevoir, je vais toujours continuer à travailler pour vous et résoudre vos problèmes avec tout ce que nous avons toujours fait.
En termes, tu as dit qu'on me connaît beaucoup plus que, comme philanthrope, non. J'ai fait la politique, mais peut-être les gens ne comprennent pas de quelle manière moi je fais la politique. J'ai fait une politique, mais une politique totalement différente. Une politique qui est 100% basée sur les sociales. C'est pourquoi je pense qu'il y a l'éducation, c'est pourquoi je pense qu'il y a la santé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives pour les réformes de notre système de santé, y compris notre système médical aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de choses qu'il faut enlever dans les systèmes, et pour valoriser d'ailleurs les métiers, vous savez, les médecins, ainsi de suite, il y a beaucoup de méandres là-dedans. Et alors, donc moi j'ai fait une politique qui est d'abord basée sur les sociales. Donc j'aimais la politique derrière, mais j'aimais beaucoup plus le social devant. Donc c'est pourquoi vous me voyez beaucoup plus toujours dans les actions. Les actions, c'est... Donc je suis politicien, mais qui met d'abord les sociales de la population avant. Donc la souffrance de l'autre, c'est ma préoccupation, c'est ce qui me préoccupe beaucoup plus. Comment est-ce que X, Kalala, Mutombo ou Ndaya ou je ne sais pas qui, comment est-ce qu'il peut aussi devenir bien? Comment est-ce que donc il peut ne pas avoir mal pour se trouver à manger, se vêtir, étudier, avoir les soins de santé? Donc c'est ce que moi je pense. Donc c'est la politique que moi je fais. On peut donc espérer que dans les mois qui vont suivre, on va revoir la vision Guilhem Moussango au chevet des vulnérables, des nécessiteux. Absolument, ça c'est un engagement, je veux réitérer ici, c'est un engagement entre moi et la population, donc je ne veux rien laisser. Donc tout ce que je faisais, d'ailleurs, si Dieu nous fait encore grâce, nous allons faire plus que ça, parce que vous savez, avec tout ce qu'il y a eu, élection, tout ça, on a pris nos voix, on a donné à d'autres personnes, tout ça. Le monde actuel, c'est que quand... Par exemple, tu fais quelque chose, tu as construit une maison, ce n'est pas quand tu as construit, c'est fini, tu as construit la maison, c'est fini. Il faut voir ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce que tu peux corriger, comment tu peux changer peut-être la peinture pour rendre ça toujours viable. C'est la même chose. La bourse Guilhem Moussango est là, le programme de maternité est là, les soutiens, soutenir les jeunes entrepreneurs, nous avons tout ça, mais nous voulons maintenant voir comment est-ce qu'on peut ajouter un peu encore je veux dire quoi, du sel à ça. Donc c'est ce que Guilhem Moussango fait. Il faut évaluer, il faut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'on peut améliorer. Parce que le monde évolue, la technologie évolue, tout évolue actuellement à la vitesse de croisière. Alors tu ne peux pas rester toujours au même niveau. C'est pourquoi vous allez voir par exemple chez moi en Mbujima et là-bas, un monsieur qui va faire un beau bâtiment aujourd'hui, mais après 2 ans, 3 ans après, il n'y a pas d'entretien. Quand tu entres dans, par exemple, c'est l'hôtel ou quoi, quand tu entres dans les douches, là-bas, c'est totalement insupportable. Quand tu regardes les murs, c'est sale. Il n'y a pas cette culture-là. Alors qu'on peut maintenir ça, on peut voir comment on peut faire ceci, ainsi. Donc, voilà un peu ce que j'ai. Donc, ma base, toute la population des Mbujima et du Kassai oriental, soyez rassurés. Donc, tout ce que nous avions toujours fait. Donc, c'est un engagement entre moi et vous. Nous allons les continuer. Au travers de notre ONG Guilhem Moussango, en tant que politicien, mais qui met beaucoup plus le social, le bien-être de la population devant, au travers des actions sociales. Je considère cela comme votre mot de la fin. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, cher Arsène. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous recevions Guilhem Moussango, initiateur de la SBL Vision Guilhem Moussango, cadre politique de l'UDPS. Avec lui, nous avons parlé du pays, de la RDC, de ses perspectives, de sa politique et de ses problèmes. Merci de nous avoir regardés. Continuez de partager nos contenus, de vous abonner et de commenter aussi. Merci à Jean-Pierre Kabongo qui nous a réalisé. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci.